Bonjour tout le monde, bonjour Béa. Allô Charlotte, Ça va bien? ça va bien toi? Oui, alors aujourd'hui, on aborde un sujet que je trouve très intéressant avec une invitée très spéciale. Donc, bienvenue au Kanban Café. Aujourd'hui, on aborde la gestion de projet dans un milieu très complexe et imprévisible, la gestion de projet en santé avec notre invitée Catherine Jeté. Bonjour. Salut Catherine, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour discuter de la gestion de projet en santé. Tout d'abord, est-ce que tu aimerais un peu nous expliquer ou nous donner une définition de qu'est-ce que ça veut dire la gestion de projet dans ce contexte-là? Oui, parce que je pense que c'est assez particulier. Moi, je travaille dans un bureau de projet organisationnel. On reçoit essentiellement les projets, on appelle ça des projets majeurs, dans le fond, qui vont venir toucher plusieurs directions. Puis comment ça fonctionne? C'est un responsable clinique qui sent qu'il y a un besoin de gestion de projet au sein de sa direction qui va faire une demande de gestion de projet. Donc, on est comme un peu des consultants à l'interne. Un exemple que j'aime dire là, dans un des projets que j'ai eu, c'est le radiologue en chef qui sait que son serveur d'images, donc où est-ce que les images sont stockées, est désuet, dans le fond. C'était un serveur qui datait de comme 2010. Il sait qu'on est à risque de bris de service, risque de perdre ses images. Il sait que ça représente un projet majeur à implanter parce que non seulement il ne faut pas qu'il y ait une période où est-ce qu'il n'y a pas de serveur d'image. On est dans un hôpital, on ne peut pas avoir une période où on ne peut pas prendre de radiographie, mettons. Donc là, il sait qu'il faut comme une contingence pendant ce temps-là, puis il sait que ça va être un nouveau serveur, donc une nouvelle manière de fonctionner pour tous les cliniciens qui viennent travailler avec ces images-là. Donc, il fait la demande d'un gestionnaire de projet parce que lui reste radiologue en chef, doit s'occuper du terrain, doit s'occuper de ses employés et n'a pas nécessairement l'expertise pour mettre en place un projet comme ça. Donc là, il fait la demande, ça a été priorisé, donc moi, je suis assignée. Donc, ça ressemble à ça, mon emploi, là. Donc, faut que le projet soit approuvé par le bureau de projet organisationnel. Puis, on les appelle nos clients, mais c'est tout en l'interne de l'hôpital. OK. Puis pour les personnes qui nous écoutent, qui savent peut-être pas c'est quoi un bureau de projet, tu en as parlé un petit peu, vous êtes comme un regroupement de consultants un peu à l'interne en gestion de projet, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus c'est quoi un bureau de projet ou du moins dans ton cas, à quoi ressemble un bureau de projet? Je vais parler dans mon cas. Donc, on est 10 gestionnaires de projet qui ont tous des backgrounds différents, des études différentes qui ont mené vers ce poste. Puis, il y a une chef de service qui est comme ma boss qui, elle est plus comme en charge du portefeuille de projet. Donc là, elle reçoit les demandes et fait la priorisation. Puis selon ça, elle va nous assigner des projets. Ensuite, on a comme mandat d'accompagner les cliniciens en gestion de projet, mais aussi, il y a un niveau éducatif. Puis je pense que c'est beaucoup ça, les bureaux de projet, là, en général. Autant avec les clients avec qui je vais être, je vais comme leur partager mon expertise, mes façons de faire, puis ils peuvent être appelés après à les utiliser par la suite parce qu'il y a des projets locaux qui sont comme des plus petits projets qui ne nécessitent pas nécessairement un gestionnaire de projet, mais notre but, c'est comme de former, par exemple, c'est une infirmière qui maintenant va être une infirmière gestionnaire, moi, je vais lui enseigner comment faire un plan d'action, disons. T'sais. Fait qu'on a aussi un mandat éducationnel. Puis, même au sein de l'hôpital, en fait, on va venir donner des formations aussi. Les gens peuvent s'inscrire à une formation en gestion de changement, une formation en gestion de projet. Donc, on vient vraiment comme transmettre notre expertise, je dirais. Je continue, là, je me suis surlancée. Le fait qu'on soit un bureau de projet organisationnel aussi, on a comme le mandat de faire le lien avec les autres bureaux de projet. Donc, il y a un bureau de projet de construction puis un bureau de projet TI. Donc, évidemment, toute la manière de travailler avec ces bureaux de projet-là, mais aussi, en tant que bureau organisationnel, c'est nous qui vont comme
Par exemple, un de mes projets a été d'implanter un logiciel de gestion de projet. Puis c'est nous qui l'avons sélectionné, c'est nous qui l'avons enseigné aux autres bureaux de projet. Donc, c'est comme le bureau de projet comme décisionnel, je dirais, qui va dicter aux autres bureaux de projet c'est comment qu'on va appliquer nos méthodes dans notre hôpital. Vraiment intéressant. Vraiment. Tu as parlé de gestion de changement dans la définition des services aussi que vous offrez ou les formations que vous faites. Comment ça se vit, la gestion de changement, dans un milieu de la santé où est-ce que les changements peuvent avoir des impacts comme très concrets sur les vies humaines? Oui. Sur les vies humaines puis sur les manières de travailler des gens, je dirais, des fois, c'est quand même un défi constant, la gestion de changement, puis ça va tout le temps être une partie majeure de mes projets parce que souvent, justement, on travaille avec des gens qui travaillent sur le terrain, que leur priorité, ça va être les soins donnés aux patients. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça de cette façon-là, ça fonctionne. Puis là, on vient comme changer leur manière de faire et leur demander du temps d'adaptation alors qu'ils ont 25 patients à aller voir. T'sais. Donc, ça, c'est vraiment comme la gestion de changement très important. Je pense que au fil du temps, j'ai appris à ce que, tu sais, j'ai toujours un kick-off meeting, disons, un nouveau projet, puis on va vraiment comme miser sur le pourquoi avant de rentrer dans les détails du projet. C'est vraiment important de convaincre de la nécessité par rapport aux patients. Fait que c'est ça. Souvent, ce qui va toucher les cliniciens, c'est au final comment ça va venir améliorer le soin que je vais donner aux patients. Donc, c'est toujours sur ça que je mise. Même si moi, je le sais que des fois, il y a certains de mes projets qui vont avoir aussi, puis c'est pas moins bon selon moi, là, mais aussi des bénéfices au niveau d'économie de coûts, des trucs comme ça. Mais ce qui va les intéresser souvent, c'est et comment ça va améliorer ce que je vais offrir à mon patient. Donc, la gestion de changement, je dirais, c'est au cœur de tous les projets qu'on fait, évidemment. Ouais. Très intéressant. Ouais. Moi, je me demande, c'est ça, comment est-ce qu'on fait pour les... Tu sais, tu parles qu'il y a beaucoup, il y a énormément un contexte éducatif. Donc, comment est-ce que tu fais pour les accompagner dans les questions, les inquiétudes? Quelle stratégie tu adoptes avec eux? Premièrement, comment c'est fait où je travaille? On est tout le temps en duo. Donc, tu sais, par exemple, OK, je reprends mon exemple de radiologue en chef. Bon, lui, il est trop occupé. Lui, c'était mon promoteur, en fait, de projet. Mais en faisant une demande de projet, il est obligé d'assigner un responsable clinique. Parce que c'est sûr que moi, je ne vais pas prendre le risque d'aller dans une salle remplie d'infirmières puis de leur parler de mon projet en ayant comme le risque, disons, de pas dire les bons termes de clinique puis que ça soit mal vu. Donc, on est tout le temps en duo puis c'est de la co-gestion. Fait que je suis pas comme la gestionnaire du projet, la seule qui prend des décisions. Là. Vraiment pas. Je suis en co-gestion avec une personne qui, selon le projet que je vais avoir, son titre, soit une infirmière cadre ou un conseiller en pratique organisationnelle, mais qui ont des backgrounds cliniques. Donc, ta question, c'était comment... Comment tu les accompagnes pour l'aspect éducatif? Oui, bien, c'est ça. Fait qu'ensemble, on va bâtir un plan qui, moi, je vais pouvoir partager mon expertise de gestion. OK, on va y aller comme ça, blablabla. Mais c'est dit dès le départ que cette personne-là est experte du contenu. Moi, je suis experte du contenant. Je pense que c'est ça, en fait, souvent la gestion de projet. Puis, ensemble, moi, je lui explique comment qu'on va arriver à ses objectifs à elle, tu sais, disons. Fait que là, elle voit une vision, n'a pas nécessairement l'expertise en gestion de comment on va arriver à ça. Moi, je lui explique ça. Elle me ramène des fois aussi à attention, parce que sur le terrain, c'est plus comme ça. Tu sais, c'est vraiment important de rester proche du terrain. Puis moi, j'ai pas, on va en parler, j'imagine, de mon background, là, mais j'ai pas d'expérience en santé avant d'être gestionnaire de projet en santé. Fait que c'est important vraiment qu'on bâtisse un plan qui répond aux attentes sur le terrain et à mon expertise de gestion. Puis souvent, je dirais, l'aspect éducatif, ça fonctionne parce qu'ils voient les bienfaits. Comme c'est souvent des gens qui ont été portés à devoir gérer des projets sans avoir cette expérience-là. Là, qu'eux, ils se font mettre un projet sur leurs épaules, ils n'ont aucune idée comment faire ça. Ils en ont fait dans le passé sans avoir comme de méthode. J'ai déjà vu des gens qui étaient comme « Ah, regarde, j'avais fait un Gantt. » Puis là, c'est comme super
débrouillards, super faites avec les moyens du bord. Donc, pour eux, c'est comme... Donne-moi-en, là, donne-moi-en de l'information. Moi, je le sais que dans ma carrière, je dois faire souvent ça, mais j'ai pas ce background-là. Donc, je te dirais que ça se fait vraiment en duo, puis c'est un partage constant. L'un envers l'autre, on apprend l'un de l'autre. Là. Je trouve ça vraiment inspirant, le concept de co-gestion, justement, avec quelqu'un d'expert. Puis vous avez chacun votre expertise, finalement. Tu as la personne qui est expert du contenu et du contenant, comme tu as dit. Puis c'est quelque chose dont on parle souvent dans nos épisodes, c'est le contraste entre une personne qui est formée en gestion de projet versus quelqu'un qui est expert de son domaine et, par défaut, comme tu disais, devient un peu responsable de projet, mais ils n'ont pas nécessairement les outils. Mais là, c'est tellement comme le meilleur des deux mondes, dans le fond, ce principe de co-gestion, parce que tu vas chercher l'expertise, puis cette personne-là peut te soulever les risques ou les enjeux qui sont à anticiper. Puis toi, de ton côté, tu peux aider à vraiment tout structurer puis s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis tu disais justement que tu n'as pas un background dans le milieu de la santé. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton background? Oui, donc dans le fond, j'ai fait un bac en communication marketing à l'UQAM. Je pense, Charlotte, c'était les mêmes études que tu as eues. De là, mon premier emploi, c'était comme coordonnatrice événementielle dans une fondation pour les gens qui vivaient ou qui étaient atteints du cancer. Fait que soit la famille, les proches, soit les personnes atteintes du cancer, pour leur donner du soutien là-dedans. Donc là, ça m'a comme introduite à la mission, je dirais, comme avoir... comme quelque chose qui me motive, quelque chose d'intrinsèque là, qui vient me chercher. C'était des événements. Donc, on peut dire des plus petits projets, disons. Mais ça m'a quand même initiée à la gestion de projet. Puis ma boss, à ce moment-là, à cet emploi-là, me partageait des méthodes de gestion de projet. Puis, c'est elle... Dans le fond, moi, je remplaçais quelqu'un qui était en congé de maternité. Donc, je savais qu'il y avait une fin à ce contrat-là. Puis, c'est elle qui me parlait de la maîtrise à l'UQAM en gestion de projet durant cette expérience-là. Donc là, de là, je me suis inscrite à la maîtrise au profil coop, donc temps plein, avec 2 stages. Puis, en m'inscrivant, je savais déjà que j'étais intéressée par le milieu de la santé, mais j'ai voulu essayer autre chose. Fait que mon premier stage, parce que cette maîtrise-là a 2 stages, j'étais allée dans le domaine privé, vraiment loin du milieu de la santé. Puis là, on dirait comme que le destin m'a rattrapé. Ça a été la pandémie pendant mon premier stage. Donc, 2020, là, été 2020, vraiment comme direct dedans. Puis moi, j'étais comme, il y a ça qui se passe. Puis en ce moment, je gère comme pas des éléments moins intéressants, mais des éléments qui peut-être viennent moins me chercher dans mon fort intérieur. Donc là, pour mon stage 2, c'était encore la pandémie. Là, je me suis dit, OK, là, je me lance, je vais aller essayer le milieu de la santé. J'ai eu un stage à l'endroit que je travaille en ce moment, puis 5 ans plus tard, je suis encore là. Au début, mon premier projet, c'était... Eux, ils avaient besoin vraiment beaucoup d'employés parce que c'était l'ouverture des cliniques de vaccination. Fait que, tu sais, ça donne une idée de... On était à quel moment. Fait que là, t'étais vraiment dedans, là. Ouais, comparé à ton premier stage, ça devait être tout un contraste. Hyper terrain, là, vraiment. Puis c'est ça. Fait que je te dirais que 3 semaines... ça faisait 3 semaines que j'avais commencé mon stage. Ils m'ont embauché parce que, justement, le besoin était là. Et me voilà. Oui. Puis là, t'es rendu superviseur de stage, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Puis... je tiens à le dire, le domaine de la santé, je pense que c'est quand même un bon domaine où commencer dans le milieu de la gestion de projet. Justement, les besoins sont là, donc on embauche souvent des gens qui viennent de commencer leur carrière parce qu'on peut évoluer ensemble, justement. Puis aussi, c'est un centre universitaire là, où est-ce que je travaille. Donc, il y a dans la mission de l'organisation d'enseigner comme les médecins sont comme obligés dans leur mandat d'enseigner aux résidents, les infirmières aux infirmiers qui étudient. Donc, ça allait de soi pour le bureau de projet aussi. Donc, on a souvent des stagiaires. J'ai supervisé beaucoup de stagiaires, ouais. C'est un aspect que j'aime beaucoup. Wow! Puis, qu'est-ce que tu remarques souvent? Est-ce que des fois, tu te vois au travers de ces stagiaires-là qui arrivent de « Ah, je me souviens, je faisais souvent ça ». Comme c'est quoi l'aspect ou peut-être les défis que tu vois que les stagiaires ont souvent à faire face? Je pense qu'un des défis, c'est souvent
Puis ça vient aussi avec le milieu de la santé parce que c'est quand même des projets qu'on comprend. Tu sais, dans le sens que des fois, il y a des projets de TI que c'est plus dur de comprendre concrètement le contenu. Moi, j'arrive à le comprendre, le contenu. Donc, souvent, les stagiaires vont trop aller dans le contenu. Vont trop comme vouloir savoir tous les détails de comme le processus clinique de comme, OK, ensuite, la requête est faite, on l'envoie à la travailleuse sociale qui dit... Puis là, moi, souvent, je dois rappeler comme, OK, ben là, ça, c'est du clinique, là. On n'est pas là, là. C'est pas notre dossier à nous. Le lead clinique va regarder ça. Puis aussi, je pense, classique, d'être quand même collé à l'académique versus le terrain. Puis ça, je suis sûre que c'est ça dans tous les milieux. Quand on arrive sur place, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, disons, dans les bonnes pratiques que j'ai appris à la maîtrise. Mais je les connais. On essaie de faire la balance entre les deux, disons. Oui, il faut faire la part des choses. Puis, ben, un peu, là, justement, tu parlais de la pandémie, de toutes les réalités qu'il y a sur le terrain. Comment, tu sais, dans les dernières années, ça a été intense, là, avec, il y a eu des grèves, des moyens de pression, négociations, tout ça. Comment ça a affecté votre gestion de projet? Puis, ben, aussi, par ricochet, peut-être les stagiaires? Oui, c'est super intéressant. C'est ça, c'est un milieu public. Les employés sont syndiqués. Des fois, il y a des grèves. Dernièrement, c'était tout médecin, résident, étudiant en médecine. Avant ça, moi, j'ai vécu une grève. Moi, je fais partie d'un syndicat. Puis, fait qu'en 2022, là, il y a eu une grève qui venait toucher mon type d'emploi, qui venait toucher travailleurs sociaux, ergothérapeutes, toutes on appelle ça les services professionnels autres. Faut qu'on adapte le projet selon ça. Fait que moi, c'était un de mes risques. Un risque dans mon registre de risque qui était suivi. OK, ben le projet va... bon, c'était plus un risque, là, c'était un enjeu parce que c'était réalisé. Le projet va prendre du retard parce que je ne peux pas tenir mes rencontres avec les professionnels qui sont en grève en ce moment. Souvent, pour expliquer comment ça fonctionne, une grève dans le milieu de la santé, là, tu peux pas juste être en grève 24 heures sur 24 parce qu'il y a des soins à donner. Fait que souvent, c'est comme leur tâche est réduite. Puis tout ce qui va être coupé, c'est ce qui est administratif. Fait qu'évidemment, tu sais, comme... tu peux pas faire la grève de donner les soins aux patients, mais tu peux faire la grève de tes rencontres, tes processus d'amélioration, donc tout ce qui est... Projet, essentiellement. Projet, exactement. Tu sais, les gestions de projet, on améliore, puis tu as les opérations. Les opérations vont toujours rester, peu importe, c'est pas juste en cas de grève, hein, aussi ben, la fin de semaine. Bon, ça va, moi, je travaille pas la fin de semaine, mais durant les vacances d'été, disons, pendant la période estivale, il y a comme moins de staff. Donc, ce qui est priorisé, c'est les opérations. Donc, souvent, les projets, ils ralentissent énormément durant l'été parce que les gens, c'est pas ça dans leurs tâches qu'ils doivent faire. Fait que comment qu'on s'adapte? Ben, faut suivre ces grèves-là, faut suivre qu'est-ce qui se discute. Faut être prêt à adapter notre discours aussi selon qu'est-ce qui est discuté en ce moment. Puis il faut faire la part des choses en tant que gestionnaire de projet, en tant qu'employé syndiqué et personnel qui est proche de la direction quand même. Parce que moi, je fais partie de beaucoup de discussions avec la direction. Je vois où on s'en va, mais je suis moi-même syndiquée. Donc, je pense que ça demande quand même beaucoup d'intelligence émotionnelle de savoir qu'est-ce que je communique, qu'est-ce que je communique pas, comment je trouve ma place dans cette position-là. Oui, mais ça m'amène à ma prochaine question, justement. Je me demande, tu sais, là, tu nous fais part d'un milieu que moi, je connais pas du tout, puis je trouve tellement intéressant, mais tu sais, c'est plein de facteurs, plein d'enjeux, ou même des opportunités aussi. Donc, ça a l'air à... Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois en mesure de t'adapter. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'après 5 ans, tu sois encore, tu sais, que tu sois resté là aussi longtemps, puis c'est quoi ta plus grande force? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de mener un projet, puis d'aimer ce milieu, ouais? Je pense que qu'est-ce qui fait que je suis encore là,
Puis ça, c'est particulier au milieu de la santé. Il ne faut pas juste se fier à LinkedIn, disons, ou à ton CV, parce que sur papier, j'ai le même titre. Tu sais, je sais qu'au privé, là, souvent, c'est facile. À chaque année, on a comme un nouveau titre. Fait que je reste dans la même organisation, mais comme j'ai un titre différent. Moi, je suis comme un employé syndiqué, donc j'ai le même titre gestionnaire de projet et j'ai une échelle salariale. Par contre, pour moi, il faut comme que je me le rappelle puis que je le reconnaisse, j'ai eu plusieurs emplois au sein de mon hôpital, selon moi, parce que chaque projet, puis j'ai écouté votre premier podcast, puis vous disiez comment c'était comme on s'adapte selon les domaines. Moi, je le vis au sein de mon organisation. Comme chaque projet va m'amener à découvrir une nouvelle expertise. Donc, j'ai eu un projet, disons, le projet de logiciel de gestion de projet. Là, j'étais vraiment comme plus avec la direction et c'était gestion de portefeuille de projet. Ensuite, radiologue. Là, je suis venue à apprendre comment ça fonctionnait. OK, technicien en imagerie, etc., etc. Là, après, j'ai eu un projet qui était beaucoup avec les services professionnels. Donc, comme je disais tout à l'heure, les travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, où est-ce que là, on parlait beaucoup de la planification du congé du patient. Là, j'ai découvert quelque chose de nouveau que je connaissais comme pas du tout. Puis en ce moment, le projet qui occupe la majorité de mon temps, c'est en pharmacie. Fait que là, je découvre, quand un médicament est commandé, ça passe par là, il y a un registre parce qu'il faut tout qu'on ait un historique des médicaments qui ont été donnés. Puis là, fait que je trouve que chaque projet, c'est comme un nouveau domaine pour moi, un nouvel job. Fait que je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là parce que tu me donnes un nouveau projet, puis j'ouvre comme un nouveau secteur. Je pense qu'après 5 ans, je connais tout. Non, c'est très gros, là, le domaine de la santé. Donc, voilà qu'est-ce qui m'accroche encore. Il me semble qu'il y avait une deuxième partie à ta question. Oui, mais j'attendais pour la sortir. C'est quoi, puis sinon, c'est quoi plus le revers de la médaille? Sur quoi tu sens que c'est comme ça accroche, là, puis que c'est un peu ta faiblesse, là, plus ton défi sur lequel tu sens que tu dois travailler en tant que gestionnaire de projet? OK. Des irritants là, qu'on peut avoir. Je dirais que le plus grand défi, mais pour moi, je le vis pas vraiment comme irritant parce que j'ai appris à mettre au centre de mon travail, comme les soins aux patients, c'est qu'on sera jamais la priorité. Ça, c'est correct. Fait que ça, c'est un défi, mais c'est pas pour moi un irritant, dans le sens que ça se peut que moi, j'avais une rencontre à 3 heures. Je l'ai toute préparée. J'ai un PowerPoint. C'est vraiment important. J'ai besoin de cette rencontre-là pour avoir des informations pour poursuivre, disons. Puis qu'on m'écrive... des fois, là, ça peut être, je sais pas moi, un urgentologue. Il répond, il est sur son cellulaire. Puis il me dit comme... il y a un code orange, can't come. Puis là, je suis comme... OK, parfait. Et je dois me revirer sur un dissous, puis OK, je vais tout reprogrammer ma rencontre. Puis c'est normal que je sois pas la priorité là, s'il y a comme un code sur l'étage. Fait que ça, c'est un défi, le plus grand défi, je pense, dans mon domaine. Ensuite, un défi qui est peut-être plus irritant, c'est, je l'ai dit un petit peu, faire la part des choses entre... la direction, le terrain, puis pas juste la direction, le gouvernement aussi. Parce que là, on travaille au public, donc on reçoit... il y a certains de mes projets que c'était des obligations ministérielles. Comme, OK, maintenant, tous les hôpitaux doivent implanter ceci, cela. Et là, moi, mon travail m'apporte à comme comprendre et à recevoir... Moi, je suis la première personne... qui reçoit comme les critiques, la résistance, le pouls du terrain, là, si je le sens. Puis là, je dois faire la part des choses entre les deux. Des fois, c'est un projet qui va être obligatoire, mais qui est difficilement applicable avec la réalité du terrain de ce projet-là, tu sais. Donc là, comment qu'on fait pour vivre entre ces deux-là? Ce que je fais, c'est qu'on le personnalise. Donc, il y a un de mes projets, là, que c'était justement celui sur la planification des congés des patients. C'était... beaucoup de mes projets sont sur la fluidité, OK? Donc, la fluidité, c'est
le patient qui attend à l'urgence, qui va être monté à un étage, qui reçoit des soins à l'étage, qui obtient son congé de l'hôpital, tout ça, c'est combien de temps? Puis on essaie de diminuer la durée du séjour pour pouvoir accueillir plus de patients. Donc, évidemment, tout ça, c'est pour offrir plus de soins puis pour pas que les gens attendent 26 heures à l'hôpital, 26 heures à l'urgence. Par contre, après, il y a des réalités sur le terrain de ben, tu veux qu'on l'envoie où? On essaie d'y donner son congé, mais par exemple, c'est un patient qui vivait, une personne âgée, ça c'est quand même quelque chose qui arrive souvent, une personne âgée qui vivait seule, qui là maintenant, suite à son hospitalisation, bien c'est clair que on peut pas le renvoyer tout seul chez lui, cette personne-là n'est pas assez autonome, donc là, on attend une place en CHSLD. Fait que là, moi, mon projet, c'est comme, pourquoi celui-là, il est encore là s'il a obtenu, pourquoi il est encore dans l'hôpital s'il a obtenu son congé médical? Ben parce qu'on veut pas le renvoyer tout seul chez lui. Puis là, tu sais, fait que là, c'est ça que je veux dire par faire la part des choses de, évidemment, vous avez raison, on va pas le renvoyer tout seul chez lui, mais nous, on a quand même des chiffres qu'on regarde parce qu'il faut que le taux de roulement soit rapide pour pouvoir accueillir d'autres patients. Fait que là, c'est ça, c'est comme si plus j'avais de l'expérience, plus je comprends la réalité du terrain, mais plus je dois trouver des stratégies puis des façons de faire pour que ça fonctionne selon les directives qu'on reçoit puis selon comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Donc, ça, je dirais que c'est un bon défi. Ça n'a pas été évident, effectivement. Puis, tu sais, justement, la contradiction un peu entre, tu l'as dit, vous avez comme des chiffres à respecter, j'imagine, des indicateurs de performance. Exact. Et ben, j'imagine qu'il y a aussi des enjeux et des contraintes importantes de financement. Fait que comment tu jongles avec ça aussi? Est-ce que tu le ressens dans tes projets un peu? Ouais, on le ressent. La majorité des projets en ce moment vont permettre des économies de coûts. Puis des fois, les gens comme le voient pas nécessairement, là, mais tu sais, un lit, mettons, à l'hôpital, là, à être hospitalisé, on est chanceux hein, au Québec, on ne pense pas à cette réalité-là, mais mettons, si j'occupe un lit sur un étage de chirurgie, ça peut représenter 18 000 $ par jour. Wow. Juste d'être hospitalisé à cet endroit-là. Fait que quelqu'un qui a obtenu son congé médical, justement, mais qu'on peut pas renvoyer chez lui, c'est 18 000 $. Fait que là, tous ces projets-là visent aussi à éviter des gaspillages de coûts. Puis quand, ben là, tu vois, je fais le lien avec la gestion de changement au début. Moi, je pense que comment qu'il faut l'apporter, ce projet-là, c'est avec le soin qui est donné au patient, au final. Parce que, oui, ça va me permettre de sauver le coût qui est là, mais si c'est ça que tu amènes sur le terrain, là, nous, on a l'air un peu des gestionnaires qui regardent juste les chiffres puis qui pensent pas comme au bien-être des patients. Mais la réalité, là, mettons, je vais vous le dire comment on l'amène, c'est que dans mon exemple de patient âgé qui est comme coincé à l'hôpital, là, qu'on peut pas mettre ailleurs, ben lui, il a besoin de soins spécialisés qu'il va obtenir en CHSLD. Puis, sur un étage de chirurgie, par exemple, ben c'est comme spécialisé très technique chirurgie, mais ils sont pas là pour faire la réhabilitation du patient à cet étage-là. Là, vous comprenez? Les soins de réadaptation, il va pouvoir les recevoir au CHSLD, puis il va être mieux servi à cet endroit-là parce que c'est comme selon ses besoins en ce moment. Il a fini sa chirurgie, selon ses besoins, c'est là qu'il doit être. Donc là, ça parle beaucoup plus aux gens de qu'est-ce qui va mieux le servir. Mais, ouais. Puis, il y a aussi, OK, pour le budget, ça, c'est comme une petite discordance, incohérence, disons. Les gestionnaires se font demander, les gestionnaires des unités, là, de dépenser moins. Mais certains des projets, c'est inévitable que ça engendre des dépenses. Par exemple, celui que j'ai de pharmacie, là, je vous dis beaucoup d'exemples, là, mais ça va donner des images de c'est quoi les types de projets dans le domaine de la santé. Le projet en pharmacie, c'est une révision, en fait, des normes de sécurité qui, maintenant, disent que quand tu manipules un certain médicament, souvent, ça va être de la chimio, c'est des médicaments dangereux qui peuvent avoir un impact pour le personnel qui le manipule, si tu le protèges pas en le manipulant. Fait que là, c'est des changements, disons,
en ce moment, il fallait manipuler ce médicament-là avec des gants réguliers. Puis là, maintenant, c'est des gants pour chimiothérapie. Donc, c'est comme des gants plus qui protègent mieux et qui coûtent plus cher. Fait que là, ça, moi, j'amène aux gestionnaires, c'est pour la sécurité du personnel, ce projet-là. Mais évidemment qu'eux, en ce moment, ils se font assez regarder là, sur leurs dépenses. Fait que là, ils nous disent OK, mais là, moi, mes coûts de fourniture, j'avais comme objectif de diminuer mes dépenses. Là, vous me dites que ça va les augmenter. Puis là, dans ce temps-là, c'est un petit peu à moi de faire un travail de gestion de parties prenantes, d'aller avertir les directeurs que, hey, sur ces étages-là, les coûts en fourniture, ils vont augmenter cette année. C'est sûr que ça va augmenter parce qu'on vient changer l'équipement qu'ils utilisent. Fait que là, ça rassure les gens aussi quand je leur dis, écoute, le projet a été priorisé, on priorise la sécurité du personnel. Je vais m'occuper d'aller parler aux gestionnaires, puis vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts. Fait que, le budget est au cœur des discussions, disons. Ben c'est ça, ça me fait... En t'écoutant, je me demandais, tu sais, souvent, tout à l'heure, tu parlais d'indicateurs de performance. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer le succès du projet quand, tu sais, oui, toi, en tant que gestionnaire de projet, tu as besoin d'utiliser des indicateurs très tangibles, budget, tu sais, un peu plus carré, mais dans un contexte tellement humain que, justement, peut-être en parlant avec des cliniciens, pour eux, le succès du projet ne va pas nécessairement être le même que pour une autre personne qui est gestionnaire puis qui regarde plus ses chiffres. Est-ce que vous avez des indicateurs, tu sais, qui sont... plus financiers, d'autres plus humains. Comment tu arrives à balancer les deux? Un peu de tout, je dirais. Ça fait partie de mon travail de devoir définir des indicateurs, devoir les suivre pendant le projet, puis définir qui va les suivre après. Parce que, tu sais, moi, après, je suis réassignée à quelque chose d'autre, puis c'est comme plus mon mandat. Et ensuite, c'est comme tellement difficile d'avoir un indicateur qui va déterminer le succès du projet parce que souvent, c'est trop dépendant de plein d'autres facteurs. Fait que là, disons, là, pour le congé du patient, bien évidemment, là, un élément qui va être surveillé, c'est la durée moyenne de séjour. Donc, le nombre de temps que le patient reste sur un étage. On vise à ce que la durée moyenne de séjour diminue. J'ai beau, moi, à l'interne, implanter tout ce que je veux pour optimiser le processus. Si les services publics, si on coupe dans les services publics, puis que, par exemple, les maisons pour des personnes en situation d'itinérance ont de moins en moins de lits, fait que là, à cause de ça, ben nous, on est obligé de garder la personne parce qu'elle vient de recevoir une chirurgie, fait qu'on va pas comme la renvoyer dans la rue. Ça impacte mon indicateur. Mais après ça, moi, il faut que j'explique que à l'interne, on a misé sur ce qui était possible de travailler, mais les indicateurs, c'est dur de voir le changement. T'sais. Fait que j'essaie d'établir des indicateurs plus de projets là, pour comme, par exemple, OK, ben maintenant, 100% des patients qui sont à risque de congé complexe sont identifiés tels quels. Fait que là, parce qu'avant ça, souvent, dans le fond, le personnel clinique le sait que cette personne-là, par exemple, doit aller en CHSLD après, donc il y a un risque de congé complexe, on appelle ça. Ça va être plus difficile d'organiser son congé que toi puis moi qui est hospitalisé, puis qu'une fois que j'ai mon congé médical, c'est comme, OK, bye, t'es parfaite pour rentrer chez toi, tu sais. Fait que là, ça risque de congé complexe, mais on s'en rend compte une fois qu'il y a le congé médical. Fait que là, merde, on va appeler pour avoir une place en CHSLD et tout. Donc là, nous, où on a le contrôle, c'est dès son jour 1 d'hospitalisation, on savait que cette personne-là était à risque de congé complexe. Donc, on a entamé le travail en amont pour organiser son congé. Et là, après, on a fait toutes les démarches possibles. Puis, si rendu là, il n'y a pas de place en CHSLD, mais qu'on l'a demandé il y a 8 jours, notre travail a été fait de notre côté. Fait que c'est ça. Fait que là, ça serait mon indicateur de comme nous, on a fait qu'est-ce qu'on pouvait. Mais si après la direction ou le ministère regarde la durée moyenne de séjour, ça va être plus dur de le voir concrètement, disons. Puis on regarde évidemment dans les indicateurs aussi beaucoup des indicateurs qualitatifs, là, OK,
il y a des sondages de satisfaction là, pour les patients. Donc, OK, est-ce qu'on vous a, là, je parle des médicaments, est-ce qu'on vous a expliqué comment fonctionnait votre médication, puis à quoi elle servait, puis comment bien l'utiliser. Donc là, tu sais, beaucoup sur l'expérience patient. L'expérience patient, c'est très important, puis ça va être souvent ça qui va être regardé aussi, plus que des chiffres. Là. Donc. Je trouve ça tellement... j'apprends beaucoup sur les réalités des projets en santé. Je trouve ça super intéressant. Puis justement, comment... Tu sais, moi, je me projette comme dans ta peau, puis je me verrais comme stressée, tu sais, de savoir que mes projets ont vraiment des impacts comme très, très concrets sur la vie de quelqu'un. Comment est-ce que tu composes avec ça? C'est une super bonne question. Parce que, tu sais, c'est ça, des fois, on voit des trucs sur les réseaux, genre, haha, on sauve pas on sauve pas des vies au final. Là, c'est comme, ben nous, oui. Pas loin. Pas loin d'eux, mais je pense que le fait de travailler avec des cliniciens, comme moi, ça m'a fait réaliser que moi, j'en sauve pas, eux, oui. Là. Fait que c'est ça la priorisation de quand ils se présentent pas à mon meeting. Je suis comme, on fait la part des choses et on voit la priorité. Mais c'est sûr que, ouais, les enjeux sont réels. Tu sais, serveur d'imagerie, si on le sauve pas à temps puis qu'on perd des années d'images puis que là, on n'a plus d'historique de patients, c'est un enjeu réel. Là. Puis c'est facile d'embarquer dans... Fait qu'on dirait que je me concentre sur là, qu'est-ce que je peux gérer, puis de pas trop voir à long terme, ça pourrait être quoi l'impact de si ça fonctionne pas. Je pense que le fait que c'est en co-gestion aussi, ça me permet de comme... Je suis pas la seule responsable de ce projet-là. Puis souvent, en fait, souvent, c'est plutôt le responsable clinique qui comme si dans son département, il y a un bris de service, c'est plutôt sa responsabilité à lui. Là. Donc ça m'aide qu'on travaille en co-gestion, puis c'est plutôt comme, moi, je vais venir t'aider pour pas que cet enjeu se réalise. Fait que t'es comme un allié, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis pas la responsable de... Hey, s'il y a comme une catastrophe sur l'étage, moi, j'aurais tout fait en sorte pour pas que ça arrive. Puis, en tant que jeune gestionnaire de projet, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu penses dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais travailler ou quelque chose que tu trouves difficile puis tu dis, ah, ça, je sens que, justement, par la part des choses ou sentiment d'impuissance, est-ce que je peux te mettre des mots dans la bouche, mais on dirait que je pourrais entendre ça? Je pense que c'est quelque chose que j'arrive à plus en plus faire ma place, mais qui reste un travail. Ça serait justement de comme ramener l'information qu'on reçoit du terrain, puis d'en parler à la direction. Donc, tu sais, des fois, justement, là, c'est comme... On regarde juste des chiffres, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a aucune place dans aucun logement, là, disons. Ben, c'est un peu à moi. J'ai des comités de direction là, où je rapporte ces infos-là. Puis là, c'est comme, OK, ben, c'est un peu de dire, hey, cet objectif-là, c'est pas représentatif ou c'est pas possible pour ça et pour ça. Donc, tu sais, c'est quasiment... Puis ça me met dans une position spéciale parce que au final, je suis une employée, je suis syndiquée, mais là, je me retrouve comme dans des réunions de gestion à être comme, mais avez-vous pensé à ça, puis à cet élément-là, puis à cet impact-là? Je pense que j'arrive de plus en plus à le faire, puis à pointer les incohérences. Puis encore là, évidemment, le domaine de la santé, comme ça se règle pas, c'est comme un bateau énorme à virer de bord. La plupart du temps, les directeurs à qui je vais parler sont conscients de ces enjeux-là, puis eux, ils reçoivent l'information d'en haut aussi, puis c'est comme on doit tous pallier avec ça. Donc, fait que ma réponse à la question, ça serait comme de m'affirmer sur comme pointer les incohérences, là, je pense. Ah, puis aussi, puis ça, je suis sûre que vous le vivez aussi, des projets qui arrivent en ayant déjà la solution.
Ça, c'est comme vraiment quelque chose, je pense, qui doit être dans tous les domaines. Alors que je sais pas vous, mais moi, dans mes études, ça disait qu'une partie de notre travail, c'était de trouver la meilleure solution pour répondre aux besoins. Mais souvent, ça va être comme, Catherine, t'es assignée à ce projet-là et voici ce qu'il faut faire. Puis moi, en cours de route, je peux comme me rendre compte que là, vous parlez juste de l'option A, mais moi, je trouve que l'option B, elle nous permettrait d'aller chercher ça. Fait que ça aussi, j'arrive à l'amener. Alors que peut-être qu'au début de ma carrière, je faisais comme plus suivre exactement ce qui m'était demandé. Mais ça vient avec son lot de défis parce que des fois, c'est ce qui a été approuvé. Disons, c'est ce qui a été priorisé par l'hôpital, c'est ce qui a été approuvé. Puis moi, je reviens en disant comme c'est pas vraiment ce qu'on conseille finalement. Donc, ça, c'est tough. Ouais, c'est effectivement quelque chose que je pense que beaucoup vivent dans le milieu de la gestion de projet puis des projets. Puis ça démontre aussi l'importance parce que de bien réfléchir à c'est quoi la solution, c'est quoi nos besoins parce que, puis tu sais, ça aussi dans toutes les cours ou les formations de gestion de projet, on va parler de à quel point c'est important de bien concevoir le projet, de bien faire notre étape de conception ou de design ou peu importe comment on l'appelle. Fait que ouais, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis je pense que c'est quelque chose auquel on pense tout le temps qu'on perd notre temps en prenant le temps d'écrire nos besoins, de détailler pourquoi on a besoin de ça, puis de penser, faire notre gros 360 de tout ce qui doit être réfléchi avant de commencer à réaliser. Souvent, on est tellement pressé parce qu'on veut arriver à une certaine date ou peu importe, qu'on se met à commencer à réaliser tout de suite. On pense qu'on est plus productif, mais souvent, on finit par le payer en aval du projet. Sinon, je me demandais, dans les 10 dernières années, est-ce que tu as eu un moment marquant que tu sens que comme ça a eu un shift dans ta vision de la gestion de projet, comme ton leadership, comment amener les gens vers ton projet puis à te suivre? Je sais pas si tu aurais un exemple à nous donner. Ouais, peut-être ça demande un petit moment de réflexion. C'est ça, je réfléchis voir. Le projet de planification du congé là, du patient, j'ai été assignée à ce projet-là pendant 2 ans. J'en avais d'autres là, en même temps, mais ce projet-là, c'était comme de 2022 à 2024. J'ai eu de la chance, j'avais une équipe projet comme... que tout s'est placé. Là. On était en symbiose, ça marchait bien, ça avançait bien. Puis, je pense que... Puis les responsables cliniques m'ont comme donné la place de... donner la place pour prendre ma place, là, montrer mon expertise, leur présenter des méthodes, leur enseigner des... elles avaient c'était comme deux... ouais, c'était un peu deux co-gestion, mais on était 3 là, en fait, en tout. Là. Fait que les 2 responsables cliniques qui sont comme des femmes qui étaient plus avancées dans leur carrière dans le domaine clinique, quarantaine, cinquantaine, disons, mais m'ont comme fait confiance vraiment dans mes approches, puis me posaient des questions, puis me revirait. Puis depuis ce projet-là, moi, j'ai vu un switch dans ma manière maintenant, je reçois des nouveaux projets, puis je suis comme... voici mon travail, voici comment ça va fonctionner. Tu sais, je pense que ça m'a vraiment permis de gagner en confiance, ce projet-là, puis de voir concrètement qu'est-ce que je pouvais amener par rapport à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé depuis 20 ans, puis qu'eux autres, ils sont vraiment comme professionnels, vraiment experts dans leur domaine. Puis là, qu'est-ce que je pouvais leur amener, moi? Fait que, ouais, depuis ce projet-là, j'ai vu concrètement qu'est-ce que nous, comme gestionnaires de projet, on pouvait faire. Puis j'ai compris comment amener mon rôle aussi. Comment dire... je pense qu'avant, des fois, je prenais tout aussi. C'est comme si les gens, ils savent pas nécessairement ce que tu fais, toi. Là, fait que là, toi, Catherine, tu pourrais-tu faire ça? Là, maintenant, je suis capable de définir comme... je peux t'aider à planifier ça, mais je pense qu'après, ça devrait être toi qui prend le lead sur ça. Donc... ouais, j'ai senti quand même une... Puis depuis ce projet-là aussi, puis ça, j'en parle avec mes collègues, là, des fois, c'est comme une remise en question de... je ne sais plus comment
comment je pourrais changer de domaine. Mais tu sais, parce que des fois, je me le demande, là, parce que comme vous, je pourrais être gestionnaire de projet dans tout autre domaine. Puis là, des fois, je suis comme, ah, j'ai tellement acquis d'expérience comme en santé puis de connaissances là-dedans que des fois, là, je me dis, hey, faudrait-tu que je fasse un move puis que j'essaye quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai tellement à apporter dans ce milieu-là. Fait que je suis un peu là-dedans dans la réflexion de comme, OK, est-ce que toute ma carrière va être dans le milieu de la santé? Ça se pourrait, là. Je pense que c'est un peu comme un moment décisif de comme, je pense que ça va être ça. Puis je peux grandir dans ce domaine-là, entre autres en gestion de portefeuille de projet, là. Donc, ouais, ça... Ben oui, ouais. Tu le disais aussi, là, c'est quand même assez varié comme milieu, la santé. Là, fait que je pense qu'il y a de la place pour explorer beaucoup de choses encore. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui débute en gestion de projet? Écouter, genre d'être comme vraiment... Je pense que c'est important d'avoir la capacité d'être comme une éponge au début de... Il n'y a aucune équipe projet qui va être pareille, il n'y a aucun projet qui va être pareil. Donc là, tu arrives sur un nouveau projet, OK, comment cette équipe-là fonctionne, comment... je pense que je voudrais pas arriver puis tout de suite comme prendre comme le lead puis hey, c'est là qu'on s'en va et tout là c'est important de prendre un moment pour comprendre le fonctionnement de cette équipe-là, la façon de communiquer avec cette équipe-là, comment je vais adapter mon vocabulaire avec cette équipe-là. Tu sais, disons, en santé, entre autres, mais j'imagine que ça doit être le cas dans d'autres domaines aussi. Le niveau, le baseline, le niveau de base est très différent d'une personne à l'autre. Donc, des fois, il y a des gens qui ont jamais manipulé, qui ont jamais touché à Excel, mettons. Puis après, il y en a d'autres qui sont full intéressés, même s'ils n'ont pas ce background-là, sont full intéressés par ça. Puis eux autres, je peux leur donner des tâches qui vont aller cocher dans notre plan d'action et tout. Il y en a d'autres qui ne vont jamais ouvrir mon plan d'action parce que c'est vraiment comme loin d'eux. Moi, je vais adapter mes manières de fonctionner selon... Je les prends comme où est-ce qu'ils sont en ce moment. Puis c'est ça que je dirais à un nouveau gestionnaire de projet, de pas penser que tu sais tout puis de comme arriver avec ta recette classique. Là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette puis que tu dois t'adapter selon le projet et l'équipe. Puis sinon, en terminant, pour les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites pour la gestion de projet dans un contexte en santé? Dans un contexte en santé, OK. Ben, je souhaite que ça se poursuive dans ce mouvement de reconnaissance qu'il y a en ce moment. Donc, je pense que ça se fait de plus en plus reconnaître, on en voit les bienfaits. J'ai pas trop dit l'histoire, là, mais comment mon bureau de projet est né, en fait, c'était la construction de l'hôpital en tant que tel, celui auquel je travaille. Donc là, ça, la construction et déménagement. Là, c'est un hôpital qui était ailleurs, qui, là, a été construit, a dû déménager. Ça a comme... Ils se sont ramassés un petit peu dans le trouble en mode comme toutes les équipes doivent déménager, toutes leurs manières de faire vont changer. Ils vont se retrouver dans un nouveau lieu, ils doivent s'adapter. Tout l'aspect construction aussi, de comme, OK, comment qu'on arrime les besoins avec les besoins des cliniciens. Donc, il y a comme dû avoir une espèce d'urgence pour qu'un bureau de projet soit mis en place, puis des gestionnaires de projet commencent à travailler dans le milieu de la santé. Là. Moi, à ce moment-là, on devait être au secondaire, là, nous trois. Là, fait que je n'étais pas là. Et là, depuis ce temps-là, c'est comme petit à petit, je dirais. Ensuite, il y a eu la pandémie. Là, c'est une autre crise qui a comme besoin de faire « Oh, on a vraiment besoin d'aide ». Puis là, je sens comme que depuis la pandémie... Ça, j'étais là. Fait que depuis la pandémie, les gens comprennent de plus en plus qu'est-ce qu'on peut amener, puis à quoi on sert, puis comment nos deux jobs peuvent comme s'emboîter l'une dans l'autre. Fait que c'est ça que je souhaiterais. J'aimerais ça qu'on n'ait plus besoin en début de projet de comme trouver un peu notre place, qu'est-ce qu'on vient amener, à quoi qu'on sert. Des fois, ça peut faire peur aux gens, le fait que j'aille pas de background en clinique.
C'est comme eux, ils mettent quelqu'un administratif. Ils comprennent pas trop c'est quoi qu'est-ce que je viens faire là. Puis je pense que ça s'enligne vers ça, que dans 10 ans, ça serait évident que toute nouvelle initiative bénéficie d'avoir un gestionnaire de projet. Voilà. Oui, je le souhaite. Vraiment, ouais, je le souhaite aussi, vraiment. Oui. Avec des podcasts comme ça, on va faire reconnaître à quoi on sert. Voilà. On va propager la bonne nouvelle. Mais merci, Catherine. Merci, c'était super intéressant. Vraiment. Ouais, on aurait pu, grand merci à Catherine pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très enrichissant. Merci à Charlotte aussi. Oui. Puis merci aussi au studio, bien entendu, oui. où on enregistre notre podcast depuis maintenant quelques mois. Oui, alors un grand merci aussi à nos auditeurs de nous suivre dans cette aventure qui s'amorce pour le Kanban Café. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode.